Bonjour à toi, cher spectateur, fan de kaiju et autres créatures immenses qui parcourent une ville sans le moindre scrupule, écrasant chaque building les uns après les autres. Et parlons d'une suite que personnellement je n'imaginais pas voir un jour, parce que je me suis dit qu'on passerait directement sur Kong versus Godzilla. Mais il y a bien d'abord un Godzilla 2 subtilement sous-titré Roi des monstres réalisé par Michael Dougherty. Et l'histoire, alors, elle est un peu complexe, mais en gros, en 2014, donc, il y a eu l'affrontement entre Godzilla et la créature qui était face à lui. Suite à cet accident, parce que clairement c'était un accident sur la ville de San Francisco, eh bien nous avons deux professeurs en fait qui bossent pour l'organisation Monarch qui perdent un de leurs enfants et on les retrouve en 2019. Et en gros, on va aller voir essayer de retrouver chacune des créatures qui sont renommées les Titans suite aux découvertes à la fin de Kong Skull Island. C'est très compliqué à résumer comme film. C'est vraiment compliqué parce que c'est le bazar et dès le début, on est un petit peu perdu. Pour en parler avec moi, il est de retour après avoir parlé d'une créature venue des enfers. Nous parlons maintenant de créatures qui ont été congelées après plusieurs années. Comment vas-tu, Rémi? Je vais très bien, Valentin, merci. Et toi? Bah écoute, on a vu un film de monstre et ça faisait un petit moment que j'avais pas Ouais, vu de film de monstre et ça fait un peu du bien. complètement d'accord. Après le film, on va en parler, mais ça fait un peu du bien. Donc projet assez étrange parce qu'à la base, donc il y a eu le Godzilla de Gareth Edwards, il y a eu ensuite Kong Skull Island qui a beaucoup moins convaincu que Godzilla, et ensuite c'est un petit peu teasé qu'il devait y avoir l'affrontement entre Kong et Godzilla. Et visiblement, ils se sont posé la question chez Warner de se dire, ok, on a l'affrontement, mais il manque tous les titans. Et il faudrait qu'on introduise les titans avant de balancer le gros combat entre ces deux créatures. Et du coup, il y a ce film qui a une position un petit peu bâtarde, c'est-à-dire que c'est littéralement un film d'introduction qui va amener le combat entre Kong et Godzilla. Donc, le film n'a que pour simple objectif de présenter tous les titans qui peuplent la Terre au moment de l'affrontement entre Kong et Godzilla, et c'est tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est là que je me tourne vers toi, Rami, et que je te demande, finalement, quel est l'intérêt de ce Godzilla 2? Euh, Question piège. Non, d'abord, simplement, donne-moi ton avis sur le film. ouais, eh bien, c'est vrai que l'intérêt, comme tu l'as évoqué, est juste. Enfin, il n'y a pas vraiment. Ils auraient pu passer directement sur le troisième film. Par contre, il y a quand même d'excellentes choses. J'ai apprécié cette dose là pendant 2 heures de monstres, d'action, d'explosions, c'était génial. Gros travail de photographie qui m'a également beaucoup plu, beaucoup satisfait. Donc voilà, il y a ça qui m'a vraiment enflammé, enjoué. Même si à côté, évidemment, c'est pas exempt de défauts et bon, de petites facilités qui sont un petit peu dommages en fait. Ça aurait pu pousser le film vers d'autres horizons, tout simplement. Mais bon, est-ce qu'on peut se satisfaire de ce film? Je pense que ouais, parce que ça reste un film de monstre. Et comme tout film de monstre, on va pas non plus lui demander, après peut-être que j'ai tort, mais d'avoir un scénario de dingue, une écriture de dingue, etc. Ce film est compliqué. Ce film est vraiment compliqué pour moi, parce que, en termes de divertissement, c'est vraiment un film qui a un amour profond pour partager quelque chose avec le spectateur. Comme tu le disais, c'est un film de monstre, et là-dessus, à 200%, ça respecte totalement cette base-là. Ouais. Le gros souci, c'est que pour moi, c'est un scénar de nanar. Mais on n'est vraiment pas loin d'un scénar de nanar. C'est, pardon du terme, mais c'est con comme ses pieds. C'est un film qui passe son temps à vouloir développer des intrigues et des sous-intrigues qui finalement n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'il y a carrément des moments où des personnages se téléportent. Mais alors où c'est jamais dissimulé. Et je fais écho à une certaine professeure Mhm. qui saute d'un endroit à un autre sans logique. D'une base à un vaisseau. Et je ne sais pas si c'est qu'on nous justifie vaguement par le biais d'une photo que peut-être elle aurait une jumelle, mais alors franchement c'est tellement bazardé que j'ai eu la sensation qu'elle sautait d'un endroit à un autre. J'espère que c'est pas ça. Mais dans ce cas-là, ça prouve qu'il y a un autre problème. Et là, je vais être intransigeant là-dessus. Les personnages sont hyper mal introduits du début à la fin. Mhm. On n'arrête pas de sauter d'une étape à un autre. C'est Ouais. le bazar complet. Mais
Et comme je l'ai dit, c'est un film qui pose problème parce que derrière, je trouve qu'en termes de photographie, en termes de combat, de divertissement, d'action, c'est un film qui est loin d'être ennuyeux. C'est un film qui passe son temps à vouloir amener du rythme, à vouloir amener de la dynamique, à faire en sorte qu'on soit passionné par tout ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, je peux pas le dire que c'est un film qui est mauvais. C'est un film qui est pétri par des mauvaises intentions, celle de vouloir bazarder une histoire le plus rapidement possible pour juste amener le fight entre Kong et Godzilla. Mm. Mais derrière, il cherche absolument à être intéressant. Et c'est vraiment bizarre. Enfin, je te le disais déjà en sortant de la salle, je trouvais vraiment que c'était débile comme film. Il y a un point où vraiment il y a des moments où c'est juste je suis méchant, hein, parce que je veux être méchant. Ouais. Et... Non, et puis il y a des justifications qui sont à mourir de rire. Alors, on a un éco-terroriste qui veut ramener l'équilibre sur la Terre, mais ses motivations, c'est redonnons la Terre aux titans. Ouais, mais on va peut-être crever. Donc ça ramène pas l'équilibre en fait. Oh, c'est pas grave, on s'en fout. Ton Alors, but c'est de ramener l'équilibre et tu me dis que dès le moment où il n'y a plus d'équilibre, ça t'arrange. Je ne comprends pas. Mais il y a plein de trucs comme ça, on va en parler quand on arrivera sur le scénar. Mais ouais, enfin, je sais pas trop ce que t'en as pensé toi du coup, mais vraiment en termes de logique, je trouve que le film tient à peu de choses et se ramène vraiment du côté du nanar par moment. C'est du point de vue des monstres, c'est tout à fait logique. Vraiment, ça, c'est limpide. On voit qu'il y a deux potentiels rois qui vont s'opposer, avec donc des titans plus inférieurs qui, eux, vont leur obéir comme à tout roi. Euh, à côté de ça, ouais, du point de vue humain. des humains, là, effectivement, c'est un peu plus le bazar. Et bon, il y a pas mal de thématiques abordées. Tu l'as dit, il y a l'écologie. Moi, ça me parle, donc ça m'a plu. Après, ils auraient pu pousser un peu plus dedans, quitte à négliger un peu plus le reste, parce que c'est le Ouais. reste, quoi qu'il en soit, est négligé. La relation familiale entre les personnages manque énormément Ça c'est le de... pire. Ça c'est le pire. On va en parler quand on abordera le scénar, mais Ouais, ça c'est vraiment le pire. donc bon, c'est un peu bancal du point de vue humain, pour résumer, ouais. Ouais, ouais. Moi, je te propose qu'on plonge tout de suite dans le scénar. Donc, il est écrit d'après une idée de Max Bronstein, de Michael Dougherty et de Zach Shields. Et c'est donc Zach Shields et Michael Dougherty qui sont collés à ça. Il faut savoir que Michael Dougherty est, est un scénariste très particulier. En tant que réalisateur, il a fait des films d'épouvante qui sont plus ou moins sympathiques. Et en tant que scénariste, il a bossé sur X-Men 2, sur X-Men Apocalypse et sur Superman Returns. Voilà. Sur ce, on va arrêter là tout de suite. Non, non. C'est pour moi la démonstration en fait du simple fait que Michael Dougherty n'est pas forcément un grand scénariste. C'est ça le souci. Après, du coup, en sachant ça, je t'avoue que je me suis vraiment dit au fur et à mesure de l'avancée du scénar que ça ressemblait au style de Michael Dougherty. C'est un peu torché, les personnages sont pas plus évolués que ça, Mhm. il manque des choses, il y a des raccords entre des scènes qui parfois tiennent de l'ordre du gag. Enfin, c'est limite. Il y a un Ouais, côté James Bond dans la manière d'amener chaque décor parce que c'est vraiment on va là, puis on va là, puis on va là. Il ouais, un petit peu. parcourt les trois quarts du globe, Ouais. t'as l'impression en 2 jours. Ce qui est un petit Oui, peu c'est vrai déstabilisant. ça, oui. J'avais pas remarqué, enfin pas noté ça spécifiquement. Mm. Mais je pense que c'est un des gros soucis, c'est que ce film veut tellement brasser de choses que du coup, il prend pas le temps de juste se poser et de réfléchir peut-être à comment subtilement amener tel ou tel personnage dans une direction. Bah, je te propose qu'on aborde tout de suite le point qu'on évoquait tout à l'heure, mais Ouais. en termes de relations familiales, le film est à la limite du catastrophique, du début à la fin. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai surtout pensé en fait à la relation entre le mari et la femme, Mhm. où c'est vraiment pourri. C'est zéro, ouais. Il n'y a aucune interaction en fait. Si, la seule interaction c'est quand... Bah, quand il se parle via la télé, enfin quand elle fait son intervention pour annoncer son plan, Ouais, entre guillemets. même si j'ai préféré, je pensais pas à celle-là, donc c'est vrai que ça en fait deux, on va dire bien. Une au préalable, quand ils sont dans la base en Antarctique, Oui, avant de libérer l'Hydre, tout simplement. oui c'est vrai que cette intervention est pas trop mal, quoique moi elle m'a plus fait me poser des questions en fait que réellement me Ouais, dire ah c'est cool. Je me suis vraiment dit pardon. bah on savait pas encore trop comment était leur relation en fait à ce moment-là. Mhm. C'est peut-être pour ça que ça m'a un peu parlé. Je me suis dit, bon, elle est prise entre deux feux. Elle veut protéger donc sa fille, donc elle lui dit de revenir. Le père était désespéré en face, mais là, je sais pas, ça m'a plu. Ouais, Et bon, à part ça, non, il n'y a pas grand-chose. ouais, non, non. C'est lisse. Et même le retrouvailles à la fin
sur le terrain, le stade. Oh, aïe, aïe. C'est oh, t'es là? Ouais, je suis là. Mais où est notre fille? Eh ben, allons la chercher. Ah, dans la maison? À la maison. Nous Ah, allons à la non, maison. non. Oh la vache. Mais bah, du coup, ça me permet de renchaîner sur le point qui pour moi dans le scénar est sous-exploité et qui pourtant était au centre de la bande-annonce. Que je n'ai pas vu. Et bah, c'est cette jeune fille. Ok. Et cette jeune fille, pour moi, c'est le gros souci, c'est que c'était le centre vraiment de tout ce long métrage. C'est-à-dire que littéralement, tout le film, en tant que marketing, c'est basé sur, de un, Godzilla Mhm. contre les titans, et de deux, la présence de cette jeune actrice D'accord. à l'écran. Et alors là, je me suis dit, ah bah cool, un film de kaiju sous le point de vue d'une jeune fille, ça me rappelle la séquence dans Pacific Rim où il y a la petite qui Tout se à fait fait. courser par le monstre, ça va être trop classe, ça va être génial, il va y avoir un travail de dimension, ça va être bien. Comment dire? Oubliez ça, littéralement, parce que cette fille est présente à l'écran durant 30 minutes, je pense. Un petit peu plus si on étend les séquences où elle est dans le fond et que c'est genre maman, tu me fais chier, je m'en vais. Mais sinon, le reste du temps, elle a des séquences. Enfin, je veux dire, les moments où elle est à l'écran, je trouvais l'histoire super bien parce que ça a amené de la profondeur, ça donnait la sensation que, vous voyez, il y avait ce combat David contre Goliath éternel, mais que là, du coup, c'était encore plus rendu cathartique par le biais du fait que c'est une enfant. Et c'est pas plus exploité que ça. Et je trouve ça un petit peu dommage. Puis pour te dire, je trouve que c'est carrément bazardé parce que toute la séquence de fin qui se passe à Boston, Mhm. ça part dans tous les sens et du coup on comprend pas vraiment ce qui se passe. Et vu qu'on n'est pas pleinement de son point de vue, lorsqu'ils arrivent sur le terrain, ses parents, on comprend pas du tout ce qui s'est passé. Je veux dire, ils sont à 10 kilomètres en train de se bastonner et, Ouais. et tout est détruit dans le quartier alors qu'avant, il y a 10 secondes, c'était. Complètement. C'est. Ouais. Non, mais il y a des cuts un peu raccourcis hein, avec les personnages. Moi, ça m'avait pas choqué quant à la maman. Par contre, il y a un cut avec le personnage du papa qui m'a choqué à un autre moment du film. Là, je l'ai vraiment noté. Et c'est là que je me suis dit, ah tiens, il y a des choses un petit peu bizarres quand même à certains moments. En parlant de Pacific Rim et de cette fameuse scène avec la fillette qui est magistrale, Mhm. j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait un petit peu penser. Dans Pacific Rim, il y a cette petite japonaise qui se bouche les oreilles et qui crie comme ça. Ouais. On retrouve ça du coup quand elle Exactement. claque la porte. Et pour le coup, ouais, là, ça marchait très Bah bien. là, ça marche bien. Mais parce que, tu vois, on l'a suivi pendant quasiment 10-15 minutes non-stop. Mm. Donc du coup, le fait de la retrouver dans cette position-là, ça crée quelque chose d'intense en termes Un peu d'émotion. de viscéral, ouais. Voilà, c'est ça. Ce qui manque énormément à ce film, je veux dire que on en parlera en termes de mise en scène, mais en termes de divertissement, c'est excellent. Mais vraiment, en termes de profondeur d'écriture, je veux dire, il y a des thématiques qui sont sous-exploitées dans le film. Je veux dire, tu mets en avant l'écologie. Je dis pourquoi pas. Mais ça revient au début et à la fin, vaguement, dans une toute petite séquence où on nous sort, oh bah la présence de Godzilla fait fleurir le Sahara. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il faut mettre ça plus en avant le reste du film. Une autre thématique qui est cherchée à mettre en avant le plus possible, c'est la reconstruction d'une famille autour d'une catastrophe, en amenant une autre catastrophe, ce qui Oui. peut être une très bonne idée. Mais c'est très sous-exploité. Un autre point, la surpopulation, le fait que l'être humain soit son plus grand prédateur finalement à lui-même. Ouais. C'est une thématique. Elle est bazardée en plein milieu du film parce que c'est genre il faut l'amener pour amener une justification au personnage et le reste du temps, ben on s'en fout. Et c'est le gros souci du scénar. Comme tu disais, il y a des trous. Et ces trous, ils se ressentent encore plus dans les thématiques. Parce que du coup, ces thématiques-là, elles sont là. Ouais, ouais. T'as envie de les voir. T'as envie de les sentir exploiter. Et je sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, Peut-être que, bon, déjà, le film fait 2h12, c'est ça. Ouais. Fallait aussi faire des choix, donc ils ont peut-être pas voulu tout simplement supprimer quelques thématiques, garder tout ça au montage final, et donc arriver quand même à 2h12, mais sans pour autant exploiter chaque thématique à fond. Ouais. Et j'ajouterais qu'il y a la thématique de l'origine, en fait l'historique des monstres, des titans, qui est évoquée. Et bon, on pourra en reparler tout à l'heure, mais la grotte là de Godzilla, avec les peintures rupestres, Ouais. j'ai adoré. Ouais, non, Mais non, on c'est en voit très trop bien. peu, on voit qu'il y a la... Mais parce que c'est comme souvent, c'est qu'on veut mettre en avant les origines, mais la difficulté la plus grande, c'est de créer des origines en peu de Ouais. temps. Et là, le souci, c'est que ben, dans Kong Skull Island, ça nous est vaguement montré au travers d'une scène post-générique, mais sinon le reste du temps, point d'interrogation. Mhm. Là, encore une fois, c'est évoqué, mais très rapidement. C'est-à-dire que, pour te dire, par exemple, le fait de les voir galérer, je suis désolé, mais le monstre zéro, tu les vois galérer pendant genre Ouais. 2 jours à chercher les origines.
moi j'ai un tout petit peu de connaissance de la mythologie grecque, bah, je sais que c'est l'hydre de Lerne. Je sais tout de suite. J'ai pas besoin d'avoir une chercheuse qui va faire. Alors, j'ai sorti 3 bouquins, 4 vidéos et 5 cours, et j'ai trouvé une petite origine quelque part. Ça serait l'hydre de Lerne. Vous êtes sérieux, les gars? Sans déconner, il vous faut 2 jours pour arriver à trouver ça. Dire, je sais pas. Tu vois, c'est des tout petits trucs comme ça qui me donnent la sensation que, ouais, il y a des trucs, ils savaient pas quoi en faire, et pff, c'était un point d'interrogation. En termes de mise en scène, je vais te lancer là-dessus parce que je sais que tu as énormément de choses à dire, Rémi. Là-dessus, Michael Dougherty, il s'en est vraiment bien sorti. Parce que tu te dis que c'est son 3e long métrage en tant que réalisateur et 3e prod, se retrouver avec un truc qui a quasiment 200 millions de dollars de budget, c'est quand même pas mal. Ouais. Et pour le coup, je trouve qu'il s'en sort bien. C'est pas exceptionnel, on va évoquer pourquoi, mais vraiment, il y a une belle photographie et une belle mise en scène. Mm. Là-dessus, je sais que tu es d'accord avec moi. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu justement là-dedans? Est-ce que c'est le gigantisme des monstres? Est-ce que c'est le travail des décors? Est-ce que c'est tout simplement la lumière? Euh, la lumière, la photographie, splendide. On va retrouver un petit peu. Bon, on en avait déjà parlé dans la première critique qu'on avait fait ensemble, mais de Pacific Rim avec ses couleurs et tout. Donc là, on le retrouve un petit peu, même si ça reste, comment dire, associé à chaque monstre. C'est-à-dire que le dragon, le monstre zéro, du coup, Mhm. lui va être entouré de gris et de jaune, principalement. Mhm. Donc ça m'a beaucoup plu. On va retrouver aussi des plans larges. Justement, on va retrouver donc dans ces plans larges le gigantisme des monstres qui figurent à l'image, plus une photographie de fou, plus une bande originale, bref, qui accompagne le tout. Ouais. Là, c'est splendide, vraiment. Donc ça, c'est vraiment génial. Dans tout le film, il n'y a rien à redire, si ce n'est que parfois, ça aurait peut-être pu être un petit peu plus poussé, parce qu'on est quand même principalement, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, sur bon, 2 monstres qui vont s'approcher l'un de l'autre. On recule la caméra, on fait un plan un peu apocalyptique, avec des nuages et tout. Alors c'est ce que je viens de dire, c'est splendide. Mais voilà, ça aurait peut-être pu être un poil mieux géré ou différencié du moins, selon les moments. Et bah tu viens de pointer du doigt mon plus gros défaut sur ce film. C'est-à-dire qu'en termes de mise en scène, je trouve que c'est excellent, qu'il y a une très belle direction de la photographie, que c'est vraiment classe, que ça a de la gueule, mais ça se répète énormément. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plans qui sont magnifiques, hyper bien travaillés, le travail Ouais. sur les nuages, la profondeur du champ, le jeu du gigantisme, tout simplement, le fait qu'à certains moments on ait des plans, ça m'a beaucoup rappelé, tu vois, par exemple, à un certain Mad Max Fury Road qui s'amusait à jouer du Bien gigantisme sûr, également. oui, Lorsque tu as complètement, toute une ouais. petite série de bagnoles qui arrivent vers une grande tempête, littéralement, Ah, il y a ce plan-là à un moment dans le film où tu as un petit vaisseau qui arrive vers une immense tempête et on sait très bien ce qui cache dans la tempête. Ah là là, ouais. C'est Non, non, c'est vraiment bien. Le seul C'est- souci, c'est que on sent que là où un Guillermo del Toro, il aurait choisi un format flat, donc c'est-à-dire avec des bandes sur le côté et pas plein écran, pour justement faire ressortir ce gigantisme, parce que justement, le personnage, dans un cadre flat, il est encore plus petit face à la créature. Et la créature, en plus, tu peux la filmer quasiment en plein pied et donner la sensation de gigantisme à côté. Le scope, là, je trouve que Michael Dougherty s'en sort bien. Ça marche bien. Mais du coup, il a besoin de faire souvent des plans très larges et de répéter justement ses gimmicks pour faire ressentir le gigantisme. Parce que sinon, il sait très bien que s'il se rapproche trop, ça va donner la sensation d'avoir 2 figurines qui vont se battre. Autre point qu'il utilise d'ailleurs justement pour faire ressortir ça, c'est beaucoup de contre-plongées. Beaucoup de plans qui rappellent le travail de Gareth Edwards sur le premier Godzilla, Ouais. où il faut absolument faire ressortir le gigantisme. Parce qu'il sait très bien que s'il les filme au niveau du regard, les monstres, ça va pas le faire. Il y a 1 ou 2 plans dans le film qui vont comme ça, et encore, c'est des plans qui commencent larges. Je pense par exemple, dans la ville de Boston, quand tu as Godzilla et le monstre zéro qui vont se fighter, D'accord. le plan commence très large, Oui. et se rapproche tout doucement jusqu'à carrément leur coller quasiment au visage lorsqu'ils vont se bastonner pour la première fois. Ouais. Et ensuite, on retournera du sol, pour faire ressentir le gigantisme. Et ainsi de suite, il y a plein de petits trucs comme ça. Mais pour moi, voilà, le plus gros souci de cette mise en scène, aussi belle soit-elle, aussi travaillée soit-elle, c'est qu'elle se répète. Elle a vraiment Ouais, ouais. tendance à utiliser les mêmes cadres, le même style, la même manière de mettre en relief le gigantisme, ce qui est une très bonne initiative, mais je pense que Michael Dougherty est peut-être pas forcément encore hyper à l'aise avec ça. Mais C'est pour le coup, possible. il s'est reposé sur un directeur de la photographie qui est vraiment excellent et qui lui a offert les meilleures images possibles pour pouvoir Ah, faire là, ressortir les monstres. Et ouais, comme tu ouais. disais, la couleur, c'est aux petits oignons, quoi. Je veux dire, c'est vraiment C'est un splendide, mix, quoi. ouais.
Puis comme tu disais, il y a ce travail aussi de décor. Et bien au-delà de simplement avoir de belles images, tu as un travail de style en termes de décor qui a de la gueule. Cette fameuse caverne de Godzilla. Oui, d'accord, oui. Qui est pour le Ouais. coup... enfin, bah, je sais que toi c'est ton petit coup de cœur là-dessus, mais elle est vraiment... elle est extraordinaire, elle est très très bien faite. Dans un espèce d'Atlantide en plus, à moitié fantasmée. Enfin c'est... Non, voilà. Je pense qu'on est sur un travail de mise en scène qui cherche vraiment à compenser, je pense, ouvertement les maladresses d'une écriture qui, derrière, ne sait pas trop comment mettre en relief les personnages. Donc, du coup, ça mise énormément sur la mise en scène pour Mhm. baston, baston, baston. Je vois plein de gens dire d'ailleurs que partout le film est chiant ou Ah ouais? lent. Ouais, ouais, il y en a plusieurs qui disent ça. Je comprends pas vraiment pourquoi. Je comprends qu'on puisse trouver le film nanardesque, bancal, etc. De là à dire qu'il est ennuyeux. Ben, on se doute un peu de où ça va. Ouais, mais est-ce que Mais ça leur au-delà rend de ça, ennuyeux pour ben autant? non, c'est bien rythmé. Ah ouais? Il y a des combats en veux-tu en voilà. Tiens, ça va se calmer pour mieux repartir ensuite. Oh, il y a même, attends, ça il faut qu'on en parle. Des petites fulgurances, ce fameux jumpscare. Oui, il y a des trucs qui sont très surprenants qu'on n'attend pas C'est forcément dans ce genre de film, mais génial. Un jumpscare de Godzilla. ouais. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça, monsieur. En 50 ans, en 70 ans de Godzilla, on n'avait jamais vu ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits choix qui sont très surprenants, mais tu vois, dans ce genre de moment-là, on reconnaît le réalisateur de Trick or Treat ou de Krampus. D'accord. Le mec qui a envie de faire du cinéma un petit peu de genre. Ouais. Et il y a plein de petits trucs comme ça. De toute façon, il y a un gros travail d'ailleurs, comme tu le notais, parce que j'ai regardé un petit peu tes notes, dans le sound design, dans la manière de jouer avec la musique, etc. Tout ça, c'est vraiment, ça crée une ambiance. Comme tu le disais, la musique, elle est particulière parce que l'utilisation des chœurs Ouais. donne une vraie ampleur à tout ce qui se passe. Ouais. Et par moments, c'est... On retrouve cet aspect apocalyptique. Dans Mad Max, on va le retrouver de manière différente avec ses tons très graves au niveau avec de la ses bande tambours, originale. Ouais. les cordes, enfin tout... Mhm. Donc là, c'est un autre style avec voilà, tous ces chœurs féminins, masculins réunis. Et pour autant, ouais, ça le fait totalement avec, là pour le coup, des monstres, quoi. Ouais. C'est Ouais, ouais. vraiment génial. Je te propose qu'on passe au casting. Bon, va pas y avoir grand chose à dire malheureusement sur Ouais. celui-ci, mais bon, il faut bien passer par là. Moi, j'ai surtout envie de saluer Millie Bobby Brown, qui est plus connue pour être l'actrice principale de la série Stranger Things, qui là est bien, est vraiment bien, mais pas assez présente à l'écran. C'est-à-dire qu'étonnamment, on a vraiment basé toute la campagne marketing et une grosse partie de la campagne, on va dire, internet sur sa présence. Elle n'est pas assez présente, je trouve. Et c'est un petit peu le gros point noir, comme je disais, c'est qu'elle aurait mérité d'être plus présente, mais voilà. Il y a Vera Farmiga et Kel Chandler, qui sont, bon, Vera Farmiga, je sais plus qui c'est qui me disait ça, je crois que c'était Colin qui me balançait. De toute façon, un film, en ce moment, on sait qu'il a un peu de seconde main quand il y a Vera Farmiga à l'écran. Et j'ai pas envie de lui dire le contraire, parce qu'on regarde Captive State, on regarde ça, on se dit, ah la vache, elle fait quand même que des films de seconde main, et c'est un petit peu dommage. Kyle Chandler, lui, par contre, est très peu présent à l'écran. Je sais que dernièrement, il a surtout tourné dans la série Catch-22 de George Clooney, et que c'est pour ça qu'on l'a pas vu plus que ça au cinéma. Mais là, il est vraiment bien, dans un rôle beaucoup plus dramatique, et ça passe plutôt bien. Mon petit coup de cœur, moi, c'est Charles Dance, que certains reconnaîtront comme étant le méchant de Last Action Hero, ou le méchant de Ali G. Ça dépend quelle génération vous êtes, mais voilà, qui là passe plutôt bien, je trouve. Il y a Zhang Ziyi ainsi que Ken Watanabe, Bradley Whitford et Shelley Hawkins aussi qu'on garde vraiment en tête. Enfin, je sais pas ce que t'en penses foncièrement de ce casting, mais moi je le trouve équilibré. Mais il y a, hormis Millie Bobby Brown, je trouve qu'il y a personne qui ressort vraiment de celui-ci. C'est... C'est pour moi l'une des grandes maladresses, c'est que ça, chaque acteur essaye de, voilà, de se ramener un petit peu sur le devant de la scène, mais hormis Zhang Ziyi, qui peut-être arrive vraiment à se détacher de ça, parce que la relation créée avec Ken Watanabe passe par moments assez bien, mais c'est vraiment par moments, parce que lorsqu'on arrive à la scène de fin où ces gens ils se font un gros câlin, t'es un peu en train de me dire, quoi, pardon? Ouais. Il y avait quelque chose? Ouais. J'ai bien aimé, bon après j'aime bien l'acteur, hein, mais Ken Watanabe, Ouais. qui est toujours bien dans ses rôles. Après, après c'est vrai que sa scène finale manque un petit peu de piquant, De panache. de panache, tout à Peut-être. fait, avec les humains. Par contre, là où ça manque pas de piquant, je sais pas ce que t'en as pensé, on en Ah a bah c'est pas la scène parlé. en face à face avec, Avec Godzilla. Godzilla. Non, non, celle-là, Splendide. elle déboîte. Mais c'est comme tu disais, c'est une combinaison. Ambiance, photographie, Ouais. musique, tout ça en fait combiné à ce moment-là, ça fonctionne vraiment bien. Mais c'est pour moi l'image du film, c'est que, comme tu le disais, il y a des petites fulgurances où par moments on se dit waouh,
c'est grandiose. Et là, cette scène-là, c'est une combinaison de tout. Ken Watanabe, excellent acteur, la photographie, la montée en crescendo, l'ambiance, la musique, tout ça. Ouais. Combiné dans un fragment qui, voilà, rappelle que quand même le film a des moments de brio. C'est des moments comme ça qui débarquent un petit peu au milieu d'un pot pourri, mais voilà, c'est là. Et on les aime bien quand même. Et ben on arrive à la fin de cette petite vidéo, Rémi. J'ai envie de te demander qu'est-ce que tu retiens finalement de ce Godzilla 2. Alors, je vais juste reprendre mes petites notes. Ah là là. Si vous saviez, il y a des cases quand même, moi j'adore, il y a marqué bien, dommage, nul. C'est-à-dire ça descend en crescendo. Je trouve ça magnifique. Allez, vas-y, je te laisse la parole. Bon, je vais commencer par ce qui est nul, du coup, ce sera fait. Globalement, il y a des petites choses qui m'ont dérangé. Des répliques très américaines. On va voir un personnage dans une situation vraiment de danger, voire de mort, hein, souvent, s'exprimer oh shit, et là effectivement le personnage meurt ou doit courir très vite. Ça m'a gêné parce que... Tu sais quelle est la seule fois que j'ai aimé cette réplique? Quand c'est un petit gamin qui le dit dans Halloween, celui de l'année dernière. À un moment, il le dit, Ah ouais, je crois que c'est l'une des meilleures utilisations du oh shit. oh shit. Franchement, Non, mais on oui, le voit non, partout. mais c'est cliché. Mais de toute façon, le film est bourré de gros défauts de ce genre-là. Enfin, des punchlines de Ken Watanabe qui nous sort des dictons à la mort moelle-neu. Zhang pareil. Enfin, c'est extraordinaire. Même ils nous perdent un peu, je trouve, à certains Ah, moments. mais c'est magique. Là-dessus, ils sont complètement foirés. Bref, je te coupe. Donc il y a ça, ouais. Et deuxième point négatif, je dirais, pour le film, c'est le... Alors, il y a beaucoup de retournements de situation, ça qui sont dans les points positifs, qui sont surprenants concernant un film de titan, de kaiju. Par contre, le retournement et l'explication ensuite de pourquoi la maman passe de gentille à méchante, c'est-à-dire éco-terroriste quand même, finalement ça m'a gêné ça. Mais il y a plein de trucs, enfin ça fait partie de la case, Voilà. ça fait partie de la case trou noir, comme tu l'as si bien Ouais, appelé. ouais, La partie, ouais. il y a des trous noirs, on ne sait pas pourquoi, et démerde-toi avec ça. Voilà, donc ça c'est les deux points vraiment noirs pour moi. Après, dans les points un petit peu dommages, on l'a évoqué, les thématiques superficiellement abordées principalement. Et voilà, c'est tout. Même ensuite, en ce qui concerne les choses qui sont vraiment à noter et dont qu'on ne peut pas enlever au film, dès le départ, il y a cette ambiance avec les logos Warner et compagnie qui sont comme si la terre se fissurait avec du rouge, etc. Donc il y a vraiment cette ambiance, cette photographie, on l'a dit, la BO, le sound design, ça te propulse certaines scènes à des sommets de perfection, si on peut dire, d'un certain point de vue. On s'attache aussi, je trouve, à Godzilla, et ça c'est assez fort, parce que dans les précédents films, un peu globalement, peut-être le King Kong de Jackson un peu différemment. Ouais, mais la plupart du temps, les créatures sont vraiment des personnages secondaires, voire tertiaires, qui servent de fil conducteur aux êtres humains. Là, c'est vrai que Godzilla est quasiment un personnage à part entière. C'est ça. Il a ses scènes, et je pense que c'est pour préparer aussi à l'affrontement dans Kong versus Godzilla, où là, ça sera vraiment... Il faudra qu'ils aient de l'émotion tous les deux, quoi, parce que sinon, ça marchera pas. Oui. Donc ça, c'était vraiment... c'était assez marquant, je trouve, avec parfois des gros plans vraiment sur son faciès, en fait, qui marche bien. Les FX sont vraiment très bien, d'ailleurs. Et donc, ouais, voilà un petit peu ce que je retiens du film, avec aussi des petites références, j'ai envie de dire volontaires, parce que ça ressemble quand même à Jurassic Park. Oui. La main sur Godzilla, ou je sais pas si ça t'a fait penser comme moi, lorsqu'ils sont dans la base sous-marine, Godzilla nage devant, enfin pour arriver vers eux, préparer les canons, et là t'as ce petit moment, point de vue extérieur, tu vois les canons s'aligner. Tout de suite j'ai fait Star Wars. Oui, c'est vrai, dans ma tête. C'est vrai qu'il y a un petit côté Star Wars, c'est vrai. Donc, mais je pense que le film est teinté de plein de références. Ouais. Mais je ne vais faire que rappuyer certains détails de ce que tu viens de dire, parce que tu as très bien résumé pour moi. Le film est moyen, tout simplement. J'ai vraiment envie de le mettre dans cette case de moyen, parce qu'il y a des idées, c'est pas complètement abouti. Il y a une bonne base, c'est mal exploité. Il y a des très bonnes images, elles se répètent un petit peu. Il y a des très bons acteurs, mais ils sont déséquilibrés. C'est vraiment un film qui a le cul entre deux chaises. On ne sait jamais sur quel côté il a envie de balancer. Et voilà. Je pense qu'au bout du compte, je vais te soutenir en disant que vraiment la photographie, si vous aimez les belles images et le divertissement pur et simple, vous allez kiffer. Je pense que ceux qui vont voir les points de détail
vous allez passer un moment qui pourrait peut-être être désagréable. Je veux pas dire que vous allez passer un mauvais moment, mais vous allez, voilà, vous dire, Ça peut titiller. ça peut titiller, voilà. On peut se dire pourquoi ça se passe comme ça. Donc voilà, Godzilla, roi des monstres de Michael Dougherty. Et j'ai envie de dire, et je pense que tu soutiendras là-dessus, que les gens ils fassent comme ils ont envie. Parce que vraiment, je sais pas si on peut conseiller réellement le film, on peut le conseiller pour la Ouais, photo, mais ouais. derrière il y a un scénar qui est tellement pauvre que c'est un peu compliqué. Donc je dirais simplement aux gens de, voilà, si vous avez envie de le voir, allez-y, parce que je pense que si vous avez envie de le voir, vous êtes déjà à moitié convaincu, parce que vu la Bah, campagne ouais, promo c'est du ça, film. c'est ça. Voilà. Après, c'est vrai qu'on est servi en termes d'action, de monstres, hein, tout simplement. Et rien que ça, moi, ça m'a suffi. Hein, le contrat est rempli. Donc, Mm. et d'ailleurs, si, un petit point important, j'avais été déçu du premier Godzilla de 2014. Pas du film en tant que tel, mais des apparitions de Godzilla qui étaient à chaque fois cachées, la porte du bunker qui se ferme, la Oui. télé, ah tiens, on zappe, etc. Là, On le voit. on soulève la jupe et wouh. Ouais, voilà. Là, on le voit Godzilla. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez voir Godzilla, allez le voir ce film. Si vous attendez autre chose, allez-y avec des petites pincettes. Ouais, à ce niveau-là, c'est top. Ouais. Mm, mm. Merci Rémi d'avoir participé à cette petite vidéo. Merci Tu à toi reviendras pour, certainement ouais. comme ça de manière impromptue sur la chaîne. Tu commences à être un régulier là, quand même, 2 fois en un Deux mois. fois, ouais. Ça commence à devenir régulier, ça c'est à surveiller. D'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. A plus. Bonne soirée ou bonne journée. À plus. Oh, j'aime cette petite réplique. Bonne soirée ou bonne journée, ça c'est beau. Comme C'est ça la ça. personne, Bonne journée. quand elle regarde la vidéo le matin, hop, et le Ouais. soir, hop,